That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode de Fait Croquer, hein. Vous connaissez très très bien cette émission. Je pars à la rencontre de celles et ceux qui questionnent le cinéma sur Internet. Donc ça peut être des youtubeurs, ça peut être des blogs, des vlogs, des revues de cinéma. Et là, pour le coup, aujourd'hui, c'est une revue de séries et de cinéma, une revue d'images en fait, qui s'appelle Série de films. Et Romain a accepté notre invitation. Je le remercie énormément. Bonjour Romain, comment vas-tu? Comment allez-vous? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? On peut se tutoyer, vous inquiétez pas. Bah, on se tutoie, voilà. Je vous vois en plus, donc C'est on va se génial. tutoyer, ça ira mieux, sinon on va alterner les deux, ça va pas aller. Donc D'accord. Donc enchanté, merci pour l'invitation en tout cas. C'est une Ben, première pour moi, donc. c'est une première, c'est une première aussi pour moi de te rencontrer, de discuter avec toi. Je ne connaissais pas du tout le site il y a quelques, enfin, il y a 2, 3 mois et c'est en cherchant un peu, comme je te l'expliquais hors champ, comment je travaille, la méthodologie pour faire croquer. Oui, enfin, ça serait bien, peut-être j'ouvre une petite parenthèse pour ceux qui nous regardent. En fait, c'est très très simple. Je connais pratiquement personne qui passe par fait croquer, à part 2 ou 3 que je connaissais de loin, enfin de loin, qui sont des amis surtout et qui travaillent dans le métier. Mais sinon, à la base, voilà, je cherche et je trouve des sites, des revues, tout ça qui m'intéresse et avec qui j'ai envie avec qui j'ai envie de discuter. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette Mais de invitation. rien. Alors, il y a une question que je pose à tous mes invités, mais je la poserai en deuxième position. D'abord, la D'accord. première, c'est est-ce que tu t'es remis de la bande-annonce de Zack Snyder? Ça va, tout va bien, tu t'en es remis Ouais, ça va, ça va. Je veux dire, j'attendais pas vraiment le film. Je veux dire, j'ai suivi l'affaire. Je veux dire, c'est quand même incroyable que grâce à l'ambition des fans et leur mouvement, qu'un film puisse être refait par son réalisateur d'origine, parce que vu tous les soucis qu'il y avait eu sur la production, on pensait vraiment que l'affaire Justice League c'était terminé, mais on est là 4 ans plus tard, on va voir une version de 4 heures réalisée par Zack Snyder, donc il y a la curiosité qui est là, ça c'est certain. Et oui, et comme tu l'as très bien dit, ça émane d'une envie forte Oui, de fans. C'est ça qui a fait que les ah oui choses c'est ça. ont changé. Et oui, le mouvement a vraiment été fort. Puis après, je sais qu'il y a les acteurs qui ont aussi milité avec des photos inédites sur les réseaux sociaux. Après, ils ont soutenu aussi Zack Snyder. Et ensuite, bah, Warner Bros. Comment dire, ils ont accepté, ils ont succombé à la vindicte populaire. Et voilà, maintenant, il a réussi à faire son long métrage et 4 heures. J'attends de voir ça quand même, voir ce qu'il pourrait rajouter à l'intrigue principale qu'on connaît déjà, et voir tous ces ajouts, même si on en a vu quelques-uns dans la bande-annonce. Donc, surtout la présence du Joker qui, j'ai vu qu'elle a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, surtout avec sa célèbre réplique We live in a society, qui peut être, alors soit c'est du marketing et il sait très bien que ça allait faire parler les haters, ou alors comment dire, c'est un clin d'œil. Enfin, je veux dire, il sait très bien ce qu'il fait, Zack Snyder. C'est Oui, oui. l'ajout du Joker, il voulait faire parler. Et hier, on a bien vu, c'était entêté toute la journée. Il a réussi son coup. Je ne suis pas un grand fan de l'œuvre de Zack Snyder, Oui, mais le petit critique de cinéma que je suis le reconnaît mm, le fait que c'est un cinéaste. Et oui, déjà, les il a une choses vision. Oui. Mm. exactement, je suis d'accord avec toi. Après, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ce cinéma et ce cinéaste, mais il est vrai que hier, en découvrant enfin, ça aurait été con de ma part de ne pas le voir, mais en le découvrant le teaser, dit bon, Ça t'a donné envie? bah oui, bien sûr, on va prendre le temps. Et je suis pas vraiment un adepte hein, de tout cela, mais je me suis dit, D'accord. il faut quand même que j'arrête d'être bête et que je regarde ces 4 heures parce qu'il a quand même des choses à dire. Et donc j'ai été moi aussi emballé par ce teaser. Donc c'est pour ça que je te posais cette question. Et qui plus est, D'accord. tu as publié quelque chose sur ton Oui, site. voilà, j'ai publié un article, en effet. Bon, voilà. Alors, j'ai envie de savoir, je suis extrêmement curieux, quelle Oui. est cette fameuse première image marquante te concernant? Ah, bah, on va justement parler de ces mobs, parce que la première image marquante, pour moi, c'était la mort de Mufasa dans le Royaume. C'est le tout premier long métrage que j'avais été Mhm. voir sur grand écran. Mes parents m'avaient amené. Et, bah, c'était le premier film, mes premiers traumatismes, hein. La mort de Mufasa, cette scène vraiment triste. Je pense, mes parents m'avaient dit que j'avais pleuré. Donc, je pense que ça avait fait son effet. Mais vraiment, le Royaume, c'est
ce qui a commencé un peu ma cinéphilie. C'est le point de départ. C'est à partir de là que je me suis intéressé à Disney. Quand j'étais petit, j'ai collectionné les VHS. Tout est parti de là, du long métrage. T'avais quel âge exactement? 4 ans? 4, 5 ans? Oui, 4 ans, je pense. Oui, Et, 4 ans. et tu comprenais à ce moment-là, dans cette salle de cinéma, qu'il y avait quelque chose qui, enfin, c'est ce qu'on appelait la mort. Tu comprenais ça? Je pense que c'est grâce au travail de la réalisation qui fait bien comprendre, peu importe l'âge, ce à quoi on est en train d'assister. Et la mise en scène, le corps inerte, Simba qui vient se mettre, qui essaye de réanimer son père, aucun mouvement. Je pense que c'est ça qui a fait comprendre aux petits et aux grands que le personnage était décédé. Donc je pense déjà là, c'était une imagerie puissante. Et pour moi, c'est ce qui a marqué ma séance. Généralement, quand on parle d'une séquence de mort dans un film Mm. de Walt Disney, on pense très très souvent À Bambi, à Bambi, oui. qui est, Hors alors moi champ ça en fait plus, oui. exactement, mais je me souviens pas qu'il y ait le corps de la maman de Bambi étalé par terre et je me Non, souviens c'est ça. pas. C'était que du hors champ. Et mais ça fonctionnait aussi très bien, hein. Ça a traumatisé des Ah oui, générations, hein. exactement, oui. Et donc là, pour le coup, Walt Disney offrait quelque chose d'autre, à savoir que à cette nouvelle génération Mm. et la confronter Et à la mort à la directement, c'est mort vrai. directement, mais à travers le corps. Là, on voyait vraiment quelque C'est ça. chose. On voyait quelque Oui, chose. exactement. Et entre cette séquence un peu particulière Mm. et j'imagine que c'est là que ça. J'imagine que ce sont plutôt tes parents ce qu'on appelle des passeurs, qui t'ont transmis le goût du Ah cinéma ou oui, c'est. ah tout à fait, tout à fait. Je veux dire, j'allais souvent ils alternaient. Le mercredi après-midi, on allait souvent au cinéma et c'était soit mon père, soit ma mère et on y allait très souvent. Donc c'est vraiment eux qui ont transmis, qui m'ont donné enfin, ils m'ont transmis cette passion. Eux, je sais pas si c'était vraiment leur passion au départ, mais moi en tout cas, c'est ce qui m'a nourri toute mon enfance et c'est ce qui m'a donné, c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui devant toi. Et quels Cette étaient passion, cette, oui. et quels étaient les films qu'ils te montraient? Est-ce qu'il y avait des films qui les avaient marqués eux dans enfin, des films qui s'inscrivaient dans leur ADN cinéphilique, ou est-ce Mhm. que il y avait, ou est-ce que tous les trois ou tous les deux, je ne sais pas, vous découvriez ensemble l'actualité cinématographique? Euh, pour ma mère est une grande fan de James Bond. Donc, D'accord. j'ai pu connaître les James Bond par le biais des VHS qu'on avait, Goldfinger. Ça, je me rappelle très bien de la VHS. Et ensuite, mon père, c'était plus axé comédie, toutes les grandes comédies françaises. La sienne, je lui fais une dédicace, c'était, on a la Septième Compagnie, la trilogie de la Septième Compagnie. Ah oui, oui, d'accord. Ah, ça, je le connais par cœur grâce à lui. Ce sont ses films préférés. Pareil pour les Louis de Funès, hein, on avait les VHS. Mes grands-parents aussi, quand j'allais chez eux. Euh, en fait, j'ai toujours été nourri. Quand j'allais dans ma famille, j'ai toujours été nourri par ce qui était les œuvres télévisuelles, enfin cinématographiques. Que ce soit qu'on me mette devant la télévision ou alors qu'on me mette un film. C'est vrai que c'est ça qui m'a nourri, qui a exacerbé ma curiosité pour le cinéma. Quelle sorte de curiosité? Par rapport à tout ce qui était, oui, l'imagerie, le sens de l'image et cette façon qu'il y avait de nous faire voyager dans des univers différents et de réussir à nous émouvoir. Hein, euh, comment dire, de manière générale, je suis pas vraiment très expressif, mais devant une œuvre, je veux dire, j'arrive à être facilement ému, ressentir plus d'émotions. J'arrive il y a cette transmission. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais ce rapport à l'émotion. Mais devant une œuvre, je serais facilement plus sensible à une mort, Hmm. tous les sentiments. Et je trouve qu'ils sont exacerbés par la puissance de l'écran et la puissance de l'imagerie. C'est ce qui donne la force.
à l'expérience cinématographique. Encore plus sur grand écran. Sur grand écran, tout est multiplié fois 10, fois 30. Et en salle, euh, il y a cette union et je trouve qu'il y a une sorte de connexion. On ressent aussi l'émotion des autres. Certains films, je sais pas si tu ressens aussi quand il y a une scène, par exemple, très dure où il y a un silence, le silence de plomb. Et on sent que tout le monde essaye de cacher ses émotions, on entend des petits reniflements, on sent que certains, ils ont la larme à l'œil. Et je trouve que je trouve que le cinéma est très puissant. Il y avait un YouTuber que j'avais interviewé pour Effet Croquet qui m'avait expliqué, ça m'a beaucoup marqué, c'est pour ça que de temps en temps je réutilise cette phrase-là, il m'avait expliqué que lorsqu'il se trouvait dans une salle de cinéma, il se sentait protégé. Mm. Est-ce que tu as C'est cette vrai. sensation-là, toi? Oui, c'est vrai. Ouais, c'est notre cocon, c'est notre forteresse de solitude. On sent que on est là, on est entre les quatre murs et on sent on va être choyé par ce qu'on va découvrir. Enfin, c'est vrai que c'est toute une ambiance, hein, le cinéma. Et je suis d'accord avec cette personne. Elle a tout à fait raison. Très belle phrase. C'est Cinédi, le YouTuber Cinédie, d'accord, qui nous avait dit, qui m'avait dit ça, et c'est vrai que ça d'accord. m'avait. À partir de quand tu as commencé à prendre Mhm, toi-même des décisions liées au cinéma, à mhm. savoir je vais m'orienter vers tel Oui. genre de film? C'est quand ça s'est passé ce genre de choses? Je pense dix- passer 10 ans, 10, 11 ans. Bah, après, je veux dire, par rapport, dès qu'il y avait un Disney, c'était certain qu'on y allait. Donc déjà ça, même si j'avais envie, mais mes parents, c'était limite un passage obligé. Un Disney à découvrir, hop, tout ce qui était Hercule, Mulan, je me rappelle très bien, même les 101 Dalmatiens, la version live, tout ça, j'ai des souvenirs très clairs de cela. Après, oui, passer la dizaine, envie de découvrir Astérix, justement, puisque j'étais fan de bande dessinée, donc j'ai voulu découvrir la version d'Alain Chabat. Voilà, c'était à peu près ça, 2002, on est bien là, ouais. 10-12 ans. C'était ça. C'est à partir de là que j'ai plus décidé moi-même de ce que je voulais voir et que j'ai emmené mes proches par rapport à mes choix. Ils se sont basés sur les miens. Et ceux de mon frère aussi, bien sûr. Et quand est-ce que tu as commencé à te dire que le cinéma, ça pouvait être autre chose aussi qu'une simple transmission de divertissement, que ça pouvait, qu'il pouvait y avoir un rapport très réflectif aussi au cinéma en plus de l'émotion? C'est à partir de quand ça? Je pense que ça vient, oui, je pense 14, 15, c'était en plein dans l'adolescence quand on commence à découvrir avec les amis plusieurs œuvres et que on discute entre nous et qu'on se dit mais tu vois ça, cette scène-là, tu trouves pas qu'il y a un symbolisme religieux par exemple ou et tu dis ah tu penses et tout et puis on discute et on se dit mais oui, je me rappelle très bien de, de cette métaphore. Et je dis ah mais oui c'est vrai que c'est pas mal, c'est pas mal et on discute et on analyse et c'est vrai que c'est à partir de là, c'est adolescence, 14-15 ans et c'est là après que moi je me suis intéressé pour ma part à l'écriture. C'est parce qu'après c'est le scénario. Je me demandais comment on pouvait écrire, comment se structurer un scénario, comment les voix off, les passages, les transitions entre scènes, euh, le sens du dialogue. C'est venu oui après vers l'adolescence à partir de cette analyse entre nous de l'image. Et est-ce que c'est à ce moment-là aussi que tu as envie d'écrire, de théoriser? C'est vrai que c'est venu de là, mais comment dire, j'écrivais plutôt, je théorisais pas, je m'inventais des petites histoires, on va dire des petits spin-offs ou à l'époque des fanfics Mhm. sur quelques univers. Ça passe, je gribouillais quelques trucs sur un carnet. Mais après, je pense que c'est vraiment passé l'âge adulte. Je pensais à l'âge adulte, arrivé à la fac, parce qu'avant, quand dire, là, ce que je trouve très bien maintenant, c'est qu'il y a des options cinéma, des parcours cinéma. Mais à l'époque de mes études, c'était pas du tout arrivé. Je me suis vraiment intéressé à tout ça, écriture et analyse sur la réalisation et l'image, arrivé à la fac. Et toujours là, il y avait des options cinéma et à chaque fois, je les prenais. Et c'est là que j'ai pu vraiment développer, je pense, mon analyse critique.
C'est une fac de cinéma que tu as fait? J'avais commencé à Lille 3, effectivement, j'ai fait études cinématographiques, Ouais. mais j'étais parti en cours de route. Mais c'était très bien, on analysait, il y avait plein de choses à analyser. On repartait, en CM, enfin en cours, les cours magistraux, c'était souvent sur les premiers films muets. Après, on était passé au film de Fred Astaire, tout ce qui les claquettes, un Américain à Paris. Je veux dire, pour quelqu'un qui se passionne vraiment du cinéma, toute cette analyse de la création des frères Lumière jusque l'époque contemporaine, c'était vraiment très intéressant. Mais après, j'ai bifurqué parce que j'ai voulu faire, comment dire, et j'ai fait une licence d'anglais après. Je suis revenu D'accord. ici chez moi et j'ai fait une licence d'anglais pour, je voulais être soit professeur d'anglais ou traducteur. Mais après, le cinéma est toujours resté, parce que dans cette fac d'anglais, toutes mes options aussi, c'était en cinéma. Et il y D'accord. avait plein d'options cinéma, c'est ça qui m'a permis aussi de, comment dire, de pouvoir discuter avec des professeurs et théoriser, comme tu dis. Là, c'était très intéressant de pouvoir échanger avec des universitaires. Et est-ce que durant toute cette période-là, est-ce que Mhm. tu lisais aussi des critiques de cinéma ou tu écoutais la radio, tu voyais des choses à la télévision, tout ce qui avait un lien avec la critique de cinéma, est-ce que ça t'intéressait? Oui, j'étais abonné avant. Il y avait quoi? J'étais abonné à Première. Mhm. Après, il y avait d'autres magazines. Ah, Il y avait le magazine. Studio, il y avait Oui, oui, Ciné oui, voilà, Live. Studio. Ciné Ouais, Live, voilà, c'est celui-là que je Ciné cherchais. Live. J'étais abonné à ces trois-là pendant 4 à 5 ans. Voilà. Mhm. Et c'est vrai que je lisais les critiques et tout. Et je pense que ça fait partie du cheminement qui m'a amené à me dire pourquoi pas moi? Pourquoi je mettrais pas, je coucherais pas sur papier ce que j'ai envie de dire sur une œuvre que j'ai découverte et que j'ai envie de partager avec les autres. Je pense que oui, ça vient de là-bas. C'est toute une expérience, hein. Je pense que ça doit être pareil pour toi. Oui, 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 bien sûr, hein. La critique au cinéma, c'est quelque chose de fascinant. Enfin, c'est une notion Hum, assez fascinante, je trouve. Et mais question très très vague, mais en même temps, ça oui. m'intéresserait d'avoir ton opinion. C'est quoi pour toi une bonne critique de cinéma? Oh, j'avoue que c'est J'ai très, prévenu. ah J'ai oui, dit que... oui, Allez, oui. voilà, donc j'ai été... Comment dire, l'argumentaire. Je pense que qu'on soit d'accord ou pas sur un film, c'est certain qu'on sera jamais d'accord sur tous les films qu'on voit chacun. Et je veux dire, si la personne, même si je suis pas d'accord avec lui, arrive à fournir des arguments valables, enfin, valables, ils sont tous valables les arguments, hein, ce que je dis. Mais je veux dire que je trouve recevables et qui me font dire, ah tiens, c'est vrai, même si j'ai pas aimé sur ce point-là, il a pas tort. Il n'y avait pas tout acheté sur ce film. Si ça permet de remettre en question ce que j'ai aimé ou non sur une œuvre, là oui, je trouve que c'est très intéressant à lire. Mais c'était très vague hein, comme question. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais c'est On comme ça que je dit, le ressens. on dit que la critique de cinéma, comme la Mm, critique, comme toute forme de critique d'art, mm. c'est d'abord et avant tout de la subjectivité. Oui, voilà. Et il y en a même qui vont jusqu'à utiliser la première personne du singulier pour Mm. parler d'un film. Et est-ce que toi, c'est quelque chose qui te caractérise? Pas vraiment. Dans mes critiques, c'est rare que j'utilise la première personne. Je la joue à Alain Delon. Je joue à la troisième personne. Voilà. Mais non, le jeu, j'ai du mal dans la critique. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour paraître plus, comment dire, pour parler à tout le monde, oui, pour pas Mais la embêter les gens de subjecti- se dire moi je. Mais dans les points que j'énumère à chaque fois dans mes critiques, c'est vrai que c'est subjectif. Hein, il y a, c'est moi qui vois ces points-là et tout. Mais dans le sens de la formulation, c'est vrai que j'évite plutôt d'utiliser la première personne. Je suis dans la troisième personne. T'es la troisième personne. Mhm. Comment on en arrive à série de films? Euh, Et en quelle année? Je crois que c'est 2016, mhm. 2017, si je ne me trompe pas. 2016 que j'ai 2000 commencé série de films, 2016. oui, c'est ça. Donc ça fait déjà Euh, ça fait 5 ans bientôt. c'est ça, le 1er avril, ça fera 5 ans. D'accord. Ça avait commencé sur une petite blague. Je veux dire, c'était pas sérieux au départ. Je veux dire, j'étais à la fin de mes études et puis je m'étais toujours dit, je voulais pas regretter
parce que des fois, je regrettais de m'éloigner du cinéma. Je me dis, c'est vrai que c'est quand même présent dans ma vie de tous les jours. J'ai vraiment envie de passer une étape supérieure et comme je t'ai dit, j'avais envie de coucher sur papier ce que je voulais, mes envies, ou ce que je n'avais pas aimé sur certaines œuvres. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc, j'ai créé un blog comme ça, le 1er avril. Je me suis dit, allez, je vais faire la blague. J'ai juste écrit un petit article sur Deadpool, je crois, qui est sorti en VHS. Vous voyez, c'était pas vraiment, c'était pas très intéressant. Deux, trois lignes sur Deadpool. Et En après, je me suis VHS? dit, En ah oui, VHS? c'était une blague. Ah oui, Euh, pardon, Il y excuse-moi. avait rien de Voilà, sérieux, ouais. voilà, oui, Ah oui. oui, Je suis oui. désolé. Bon, bah, tu vois, je suis un très mauvais spectateur. Ah non, 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 mais En VHS, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dis? c'était une blague qui était sortie à l'époque. Je crois que même Ryan Reynolds avait fait la promotion, un truc comme ça. Mais oui, c'était totalement une blague. Et après, D'accord. je m'étais intéressé avant de faire des critiques, de l'analyse du box-office, parce que j'aime beaucoup aussi analyser les chiffres. Tout ce qui est fréquentation Oui, box-office, on va audience télévision. Ah, on va y on va y revenir revenir à ça. après. Ah oui, 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 Voilà. ça m'intéresse beaucoup, ça. Mais sinon, c'était pas sérieux. Après, j'écrivais, j'ai partagé sur les réseaux sociaux. J'ai vu que que des gens lisaient. J'ai eu des retours. Ça m'a conforté dans l'idée. Je me suis dit, bah, tiens, il y a des gens qui me lisent. Intér- Je vois, pourquoi pas? Je veux dire, est-ce que j'ai quelque chose vraiment d'intéressant à dire? Je ne sais pas. Et puis ça a continué, l'analyse du box-office, certaines sorties Blu-ray. Vu que je collectionne beaucoup de Blu-ray, je me suis dit, peut-être que ça intéressera aussi les gens. Je parle de certains titres. Et ensuite, après, oui, les critiques. Et ça a commencé petit à petit. Et au fur et à mesure, je trouve que j'ai développé ce, cette thématique-là de la critique. Il y en a de plus en plus maintenant sur le site. Et j'essaie d'être un peu plus aussi complet dans les articles. Je veux dire, on peut voir l'évolution de 2016 à aujourd'hui. Mes premiers articles, ils étaient pas très fournis. Pas vrai, je trouve. Je suis retombé dessus il y a pas longtemps dans des souvenirs ou quelque chose comme ça. Et je trouve qu'avec le temps, j'ai réussi à construire quelque chose de plus consistant et j'espère que les gens se plaisent ou non à le lire. Je veux dire, voilà. Il faut savoir que sur cette revue, dans cette Oui, revue, pardon, tu es le seul. Tu es le seul rédacteur, rédacteur en chef, critique de cinéma, tout. Tu es c'est le seul. ça, mais de A à Z, le logo, enfin, je me suis mis au montage, j'ai tout fait. Moi, ça m'a permis, comment dire, je suis très curieux de nature, et ça m'a permis d'analyser toutes les fonctions, je veux dire, écrire ou gérer un blog, je ne savais pas du tout comment cela fonctionnait. J'ai appris sur le tas, j'aime beaucoup, ça c'est ma curiosité, j'ai une soif d'apprendre insatiable, et là, ça me sert beaucoup pour ce métier, en fait, pour cette passion. Et quand on regarde ton site, ce qui est intéressant, Mhm. c'est que parmi les onglets que l'on peut Oui. découvrir, bon, il y a des onglets assez enfin, habituels qu'on voit un peu ailleurs, Ah oui, c'est-à-dire oui, critique, tout ce qui est série. Mais il y a aussi quelques onglets assez sympas comme audience, oui, geekery, ça il faudra que tu m'expliques, la boxe, ça c'est important. Et ah il y oui, a aussi, et aussi tu t'intéresses au court-métrage, oui, ce voilà, qui oui. n'est pas si évident que ça. Est-ce que J'aimerais d'ailleurs mieux, parce que je dirais, il est pas très fourni cet onglet-là. C'est vrai que j'aimerais mieux mettre en avant des artistes qui commencent avec le cours, parce que c'est la première pierre souvent dans une carrière, hein, un cours pour se faire remarquer. Et c'est vrai que cet onglet-là, ces articles-là, j'en ai pas fait beaucoup, je trouve, en près de 5 ans, et je pense que je vais m'y atteler un peu plus. Comme ça, pouvoir découvrir des personnes, et je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient qu'on parle de leur aventure, de leur essai, de leur premier pas dans l'univers cinématographique. Et c'est vrai que enfin, je pense cette année que je m'y intéresserai un peu plus. Mais oui, et, j'aime beaucoup aussi découvrir les courts-métrages. C'est très intéressant. et tu les découvres comment? Tu les découvres dans des festivals ou tu vas chercher un petit peu à droite à gauche sur Internet? Ça Comment ça dépend se des fois. passe? Des fois, dans mes recherches, je tombe sur une news ou quelque chose comme ça, et je me dis, ah oui, intéressant, pourquoi pas en parler? Et c'est comme ça, j'ai commencé à aider une fois, quand dire, pour un réalisateur italien, Davide Mellini. C'est lui qui était venu me contacter pour me présenter enfin, ses courts-métrages. Et c'est vrai que je me suis dit, ah oui, c'est vrai, une très bonne
C'est très sympathique de leur penser à moi. J'aurais jamais qu'on pensera à moi pour ça. Et j'ai partagé son travail. Et c'est vrai que on va dire, c'est un bon moyen de transmettre. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que la geekerie sur ton onglet, Ah, la dans geekerie. Oh, la geekerie? en vrai, c'est un fourre-tout au départ. D'accord. Euh, j'ai- euh, J'avais mis quoi? J'avais parlé de ce que j'achetais, oui, dans les produits que j'achetais par rapport au cinéma et aux séries. Après, les Mhm. visites que j'ai faites, j'ai été voir des expositions, l'exposition de James Bond justement à la Villette. Après, il y avait aussi une exposition Avengers. Mhm. Donc voilà, c'est vraiment un petit fourre-tout, mais après, bon, en ce moment, voir des expositions, c'est pas facile vu la situation sanitaire, mais c'est vrai que là aussi, si j'ai l'éventualité de retourner un jour sur Paris, parce que enfin, chez nous, il y a moins dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a Une moins de population. possibilités de découvrir des expositions. Donc, Ouais. faut aller sur Paris. D'ailleurs, j'avais raté l'exposition aux Arts Ludiques, l'exposition sur Pixar. Ça, je regrette de ne pas l'avoir fait. J'aurais bien voulu faire un article dessus. Mais sinon, oui, dès que la situation s'améliore, s'il y a des expositions sur Paris, je referai bien sûr des articles. C'est très, Donc, oui. donc c'est ça, c'est en gros c'est ça, c'est des articles qui ont un lien avec la culture pop, la culture geek. Voilà, c'était plus large. Honnêtement, je savais pas où les catégoriser. Je me suis dit, je vais mettre un titre qui passe partout, Geekly. C'est très large et ça me permet d'élargir certains horizons. C'est vrai. Par contre, s'il y a un onglet qui n'est pas un fourre-tout et que tu réactualises pratiquement toutes les semaines, c'est bien l'onglet audience. Ça, Oui. ça aussi, c'est assez rare de voir ça sur. Je sais que personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a toujours Mm. sensibilisé, mais en s'y intéressant de plus près à cet onglet et aux articles que tu rédiges, on sent que c'est aussi fondamental que faire une critique de cinéma. Ah oui, oui, voilà. La passion des chiffres. Bah, j'ai peut-être un esprit comptable en moi, je ne sais pas, mais non, ça, Mhm. avant, quand je suivais les séries pour les audiences, je m'intéressais toujours par rapport aux séries que je suivais, j'ai toujours peur si elles étaient annulées ou pas. Donc je regardais Ah leurs oui, audiences, d'accord. ça a commencé comme Oui. ça. C'était ça au départ. Je me dis, est-ce que je vais vraiment m'intéresser à cette série si elle fait que 2 millions sur une grande chaîne américaine? Ça va pas le faire. Et c'est parti de là. Et après, c'est ce que je voulais. Moi, comment dire, par rapport aux audiences, c'est ce que je recherchais sur les autres sites. Parce que j'aime regarder tous les jours les audiences. Après, je me suis dit, bah, vu que je suis à fond sur ce sujet, je pense que je vais en parler. Et voilà, c'est venu de là. Parce que pour moi, c'était un indicateur par rapport aux séries, savoir si j'allais la revoir la saison d'après ou pas. Surtout qu'avant, quand Internet n'était pas aussi développé, chez nous en France, il fallait attendre un an Hmm. pour avoir la suite d'une série. Et si jamais on n'avait jamais eu la suite, ça m'aurait beaucoup peiné, m'être investi pour ça. Enfin, voilà, c'était juste par rapport à ça quand dans mon adolescence, quand je suivais toutes les séries. Et après, c'est vrai que c'est resté. Et c'est vrai que c'est ce qui ressort le plus, je pense, sur le site. Quasiment tous les jours, quand les séries sont diffusées aux États-Unis, j'essaye le lendemain de transmettre les audiences à travers un tableau récapitulatif. Mais qu'est-ce que ça indique en général, tous ces chiffres? Est-ce qu'il y a un moment, tu te Mm. poses et tu essaies de, euh, de ressortir comme ça des lignes directrices analytiques sur ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionne plus Ce qui là-bas est, aux États-Unis? Hmm. mm, ce qui a beaucoup changé, je trouve, aux États-Unis, ça fait peut-être 4, 5 ans, c'est l'explosion des plateformes un peu partout dans le monde. Là, ça a vraiment érodé, je trouve, les audiences. Et pour mieux savoir si une série fonctionne réellement, maintenant faut se baser sur le live plus 7. L'audience réalisée en replay sur les chaînes et les enregistrements aussi euh, que les gens font sur leur enregistreur aux États-Unis, que nous on n'a pas. C'est quoi? C'est le TiVo, un truc comme ça. Et eux, ils ont une sorte d'enregistreur aux États-Unis. Et maintenant, c'est comme ça qu'on juge vraiment les audiences. Et c'est vrai que quand je fais le bilan maintenant chaque saison les audiences les plus suivies. J'essaie de faire audience en live du jour même et audience à J+7. Et c'est vrai que maintenant, on commence à avoir des écarts. Et les chaînes, elles se basent souvent sur ça maintenant, sur le J+7. Parce que maintenant, par exemple, NCIS, c'est vraiment un niveau audience aux États-Unis, ça a été un rouleau compresseur. Niveau environ saison
saison 8, 9, 10, ça pouvait atteindre des pics à 20 millions. Maintenant, on est à saison 18, on est à quoi? On est en dessous des 9 millions. Pour certaines chaînes, ça, on peut se dire que c'est compliqué de perdre 50% de sa fanbase avec les années. Mais en live plus 7, la série, elle reprend facilement 3-4 millions. Donc en fait, c'est là qu'il n'y a aucun danger. On aura la série pour encore 5 ans minimum si Mark Harmon il décide de pas raccrocher. Donc en fait, c'est ça aussi qui m'intéressait. C'est vrai que maintenant, il y a un nouveau paradigme et c'est l'émergence des plateformes qui a fait ça. Et par contre, par rapport aux plateformes, ce que je trouve dommage, c'est que les plateformes, quand elles communiquent sur des chiffres, c'est assez flou. C'est vrai que ça fait. C'est-à-dire, Par exemple, Netflix qui dit que cette série-là a fait plus de 50 millions durant sa première semaine. Euh, les chiffres, c'est pas précis parce que qu'est-ce qu'ils ont regardé? Apparemment, ils se baseraient sur à peine quelques minutes. Si on a appuyé sur l'épisode, même si on l'a pas fini, c'est comptabilisé comme on a regardé. On a regardé l'épisode. Donc donc les chiffres sont d'accord. pas vraiment affinés. C'est le seul problème que j'ai reproché aux plateformes quand ils font des gros communiqués où les chiffres sont énormes, mais qui a vraiment regardé une saison en entier? C'est ça qui serait intéressant de savoir. Et puis il y a le taux de rentabilité aussi, qui serait intéressant. Je ne sais pas si ça s'applique aussi Hum, voilà, le taux de rentabilité, qu'est-ce qu'il en est? Parce que souvent, comme au cinéma, on dit ce film hum, a généré, je sais pas, je vais dire une bêtise, 14 millions hum, d'entrées, mais le taux de rentabilité, c'est-à-dire en pourcentage, comment dire, le pourcentage de personnes qui ont hum. aimé le film. C'est pas 14 millions, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Est-ce que ce Oui, taux de voilà. rentabilité, est-ce que ça s'est appliqué aussi aux plateformes? Non, et puis bah, la preuve que je peux te donner, c'est avec HBO Max maintenant, vu que depuis quelques temps, ils sortent simultanément leurs films sur grand écran aux États-Unis et sur leur plateforme. Wonder Woman, ils ont Wonder Woman 1984, ils Oui. ont communiqué juste le premier week-end, dire que oui, il y a eu ce nombre-là précis d'abonnés qui sont venus pour regarder le film, Mhm. et le film est diffusé pendant 31 jours sur la plateforme. Et on s'attendait tous à ce qu'au bout de 31 jours, Warner communique sur les chiffres, savoir qui a vraiment regardé le film. Est-ce que le film a une chance d'être rentabilisé, vu qu'il coûtait plus de 200 millions de dollars et il a fait à peine dans les 40 millions sur le cinéma américain? C'est très intéressant de savoir si le film pouvait se rentabiliser par rapport à la plateforme. Sauf que Warner, jusque-là, ils ont communiqué aucun chiffre. C'est pareil pour une affaire de détail qui est sortie Mhm. là récemment et je pense que ce sera pareil pour tous leurs films. Je pense qu'ils vont être assez opaques sur les chiffres et c'est un peu dommage. On saura jamais si ça a été rentable ou pas, à part qu'ils nous diront que oui, il y a eu 2 millions d'abonnés en plus sur la plateforme. Mais c'est pas vraiment ce qu'on cherche à savoir, nous, quand on s'intéresse au score d'un film. Et puis aussi, il y a un autre aspect à prendre en considération, mais c'est un aspect un peu particulier, Mm. c'est le fameux téléchargement illégal aussi. Bah oui, Oui. eh, maintenant que les films sont disponibles le jour de la sortie, je bah, j'ai pas cherché, mais j'en ai même coupé que sur tous les sites de téléchargement, ils y sont. Et en plus maintenant, Ah bah qualité oui. 4K. Bah voilà, qualité 4K, premier jour. Parce que ça joue aussi un facteur très important. Mais comme je t'ai dit, tant qu'on n'aura pas les chiffres, ça va être euh, très difficile de savoir l'impact réel de la stratégie de Warner Bros. Surtout qu'ils avaient prévu au début que ça serait que pour l'année 2021. J'ai l'impression que c'était juste pour adoucir, pour calmer les réalisateurs, parce qu'ils l'avaient très mal pris. Tout que ce soit Christopher Nolan, tous ceux qui travaillent pour Warner, il y en a beaucoup, James Gunn aussi, je crois. Oui, ils avaient mal pris le fait parce qu'ils n'ont pas été consultés. On leur a dit du jour au lendemain, bah, vos films qui sont faits pour le cinéma, ils vont aussi apparaître sur la plateforme. Il y a beaucoup de metteurs en scène qui sont très attachés à l'expérience cinéma. Donc, je sais que ça avait causé un peu de remue-ménage en coulisses, mais c'est vrai qu'en plus, si leurs films sont disponibles partout, euh, il faudra voir sur le box-office mondial plus. Savoir, parce que comme nous, Wonder Woman 1984, bon, il est sorti depuis décembre, mais on sait pas quand on le verra. Bon, limite, on pourrait l'acheter en DVD et Blu-ray aux États-Unis tranquillement. Pareil, ça va impacter l'expérience en salle. Oui, ouais. Je te rassure, il y en a beaucoup qui l'ont vu en France en tout cas.
Ouais, je me doute. Je m'en je m'en doute. C'est pas trop dur de travailler, de faire vivre un site aussi rempli. Enfin, le lien du site sera bien évidemment dans cette page dédiée, hein, il n'y a pas de souci Ah, à ça. merci, merci. C'est tout à fait normal. C'est l'idée même de Fait Croquer. Je fais croquer donc l'URL, le lien de l'espace où mon invité à loisir de questionner le cinéma. C'est tout à fait logique. Donc quand celles et ceux qui nous regardent iront sur ton site, ils verront Mhm. que il y a vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup d'onglets, beaucoup de catégories, d'articles. Et moi la question ça doit être pas, c'est pas facile, c'est pas évident d'alimenter seul un laboratoire comme ça d'écriture. J'avoue qu'il y a des jours où même moi je me dis, je suis surbooké. Euh, Après, en plus, pour certains articles, j'avoue, pour certaines critiques, quand je vois les films en avant-première, je prends mon temps et je me dis, j'aurais dû m'avancer sur mon travail parce que des fois j'ai trois, quatre articles par jour et, Ah et oui. niveau, des fois oui, je me fais, mais ça c'est moi le niveau organisation du travail. Je ne suis pas doué, je dois l'avouer, sinon j'arriverai à mieux gérer mon temps. Mais c'est vrai qu'il y a certaines journées, oui, je me dis non, j'en fais peut-être trop. En plus, peut-être que les gens vont se dire c'est le quatrième article de la journée. Et quoi, vraiment qu'on a que ça à faire que de le lire, on a un peu marre, là, trois, quatre articles. C'est un peu du flou, là. Mais bon, jusque-là, ça va. Personne ne s'est plaint. Et en tout cas, si Bah, vous vous plaignez, vous nous écrivez, hein. eh ben, écoute, je rebondis sur ça. Si tu vas jusqu'à écrire 4 articles par jour, je dis pas que Mhm. c'est tout le jour, mais si tu le Non, fais, c'est qu'il va y oui. avoir pas mal, c'est qu'il y a du retour aussi, c'est qu'il y a de la demande. Comment est quelle est ta cible? Quels sont les retours? Et surtout, est-ce que tu es énormément lu? Énormément, je pense pas. Je veux dire, je cumule, ça fait quoi, 2 ans que je suis à 100 000 vues. Euh, Moi, mon niveau, je trouve ça très bien. Je pensais en faire que 50 par mois. Donc pour moi, c'est très très bien. Après, est-ce que j'arriverai à gérer s'il y a plus de demandes? Peut-être, je sais pas, mais comment dire. Mais en tout cas, je veux dire, c'est stable. C'est toujours je crois que j'ai dû fidéliser une certaine catégorie de personnes. Je sais que ça c'est toujours les mêmes qui lisent certains articles. Ça, c'est sûr. Ça fait quoi, 2 ans que je suis à 100 000 pour 100 000 vues pour, je crois, 60 000, 64 000 visiteurs. Donc c'est vraiment les mêmes qui viennent. Je crois que j'ai fidélisé une audience. Ça me convient parfaitement. Après, s'il y a des nouveaux, si j'arrive à exploser les vues, je veux dire, tant mieux. Je veux dire, ça permettra peut-être des nouvelles expériences. Peut-être que des nouvelles personnes chercheront à me contacter pour parler de leur projet, ce qui est très bien. Ça serait génial. Mais là, pour l'instant, ça me convient parfaitement d'être à mon niveau. Et, et dans l'ensemble, Oui. est-ce que tu as réussi en 5 ans maintenant Mhm. d'asseoir une certaine politique éditoriale? Un style qui fait série de films. Je pense au niveau des critiques. Je pense que Mhm. là, j'ai trouvé mon style il y a peut-être 3 ans, 2, 3 ans. J'ai encore vérifié ça il y a pas longtemps. Je ressortais une vieille critique pour une analyse et j'ai vu, je suis ah oui, j'ai changé dans mon style. Je m'en étais même pas rendu compte. Il y a maintenant dans mes critiques, c'est vrai qu'il y a une certaine structure que je fais machinalement. Parler du scénario, ensuite je parle, je crois, du jeu d'acteur, et ensuite je finis sur la réalisation. C'est les points que je suis à chaque fois. J'essaie des fois de mettre une petite dose d'humour, ça dépend, des petits jeux de mots. Je pense que c'est ça aussi qui définit mes critiques. Mais sinon, oui, c'est vrai que j'ai trouvé un style. Mm. Et C'est vrai. est-ce que maintenant tu as comment dire des facilités pour pouvoir parler de l'actualité? Enfin, est-ce que tu avais, parce que l'actualité cinéma Oui. c'est un peu compliqué cette période-là, mais est-ce que tu avais de la facilité pour pouvoir parler de l'actualité cinéma à travers des sorties films, des sorties livres, des sorties DVD? En gros, est-ce que tu es suivi par les attachés de presse? Oui, je suis par certains attachés de presse et grâce à ça aussi, ça me permet aussi d'avoir des bandes annonces à partager des fois que je partage directement sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que la structure de série de films, euh, il y a la partie sur le site.
Mais aussi, quand je peux restreindre l'activité, je me contente d'écrire sur les réseaux sociaux. Si ça peut faire 140 caractères, je peux écrire de l'actualité rien que sur Twitter et Facebook. Il n'y a pas toujours que maintenant les news, j'attends vraiment d'avoir quelque chose de très fourni pour pouvoir parler d'un article. Ça m'intéresse plus vraiment d'écrire un article pour 5 lignes. Maintenant, j'aime élaborer, développer quand je parle d'actualité. Mais sinon, oui, c'est vrai que pour ceux qui justement qui doivent se dire, mais des fois ils parlent pas vraiment de tout. Il y a certains sujets qui l'oublient. Faut regarder des fois sur les réseaux sociaux. Ça peut être une affiche, une bande-annonce, une petite news. Ça complète aussi l'expérience série de film. Et il y a le site et les réseaux sociaux. Ça fait un petit package, on va dire. Et comment tu vois maintenant l'évolution de ton site là dans les prochains Mm. mois? Est-ce que tu y penses aussi à l'après Covid? Euh, oui, comment dire. C'est vrai que j'aurais pas passé à d'autres sujets. Je pense que comment parler de l'image. C'est vrai que peut-être un plus gros dossier, j'en fais, mais c'est vraiment très rare. Quand je me laisse pas surbooker par mes 4 articles en retard. Certains réalisateurs ou sur certaines sagas. Parce que série de films à la base, c'était le jeu de mots des séries de films, et puis pour faire aussi parler Hmm. télévision, cinéma. J'aimerais bien aussi élaborer sur les sagas du cinéma, écrire là-dessus, et là, mais vraiment écrire un gros sujet. Et là, je pense que ça sera ça aussi cette année. J'essaierai, s'il me laisse pas déborder comme d'habitude, de parler de ça. Bah, en tout cas, comme j'expliquais, le lien de Mm. ton site sera dans notre page dédiée. C'est la fin et puis je voulais te remercier Ah d'avoir bah, pris le temps de répondre à mes questions ah un peu bah, merci à toi. pas très compliquées, je pense, mais quand même. Non, ça va. En tout cas, il faut absolument voilà, aller sur son site. Et il y a pas mal de Merci choses beaucoup. intéressantes, ne serait-ce que au moins de voir les articles que tu écris et les questionnements que tu poses sur les audiences. C'est passionnant. Ça reste passionnant. Merci. Donc voilà, donc j'invite celles et ceux qui nous voient d'aller aussi voir un peu série de films. Merci beaucoup, c'était donc Fait Croquer. Et puis on se retrouve pour un autre épisode. Merci beaucoup Romain et Et de rien, merci à toi pour l'invitation. longue vie à série de films. Merci. Rise in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.